Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième chronique littéraire, 6 déjà, ça passe vite. Ce soir, je vais vous présenter trois livres français d'ailleurs, que je vais vous montrer tout de suite dans l'ordre. On va commencer avec Une bête au paradis de Cécile Coulon. Dans un second temps, nous parlerons de La vraie vie de Adeline Dieudonné. Et enfin, nous parlerons, pour terminer, de Cabossé de Benoît Philippon. Alors oui, la couverture est un peu kitsch, mais il y a une autre édition si jamais, si jamais ça vous plaît pas. Donc voilà, je vais de ce pas commencer à vous expliquer ce qu'est Une bête au paradis de Cécile Coulon. Alors déjà, j'ai pris 3 livres français, comme ça je suis sûr de pas oublier de citer le traducteur, puisqu'il n'y en a pas. Ce bouquin, il est paru le 21 août 2019, et il a reçu le prix littéraire Le Monde. Je vais déjà vous parler de l'autrice du bouquin, qui s'appelle donc Cécile Coulon. Elle est née en 1990, donc elle est très jeune hein, pour une autrice française. Elle est écrivaine, nouvelliste et poétesse française. Donc elle a publié son premier roman, Le voleur de vie, à seulement 16 ans. Elle est considérée comme l'une des plus prometteuses nouvelles voix de la littérature française. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement dans la première page du bouquin, dans le petit truc ici. Quand on ouvre le bouquin, c'est précisé de la dernière phrase, l'une des plus prometteuses nouvelles voix de la littérature française. Je vais donc vous résumer le bouquin. J'ai écrit un petit résumé. Alors, le paradis, c'est le nom de la ferme d'Émilienne. Elle y élève seule ses 2 petits-enfants, Blanche et Gabriel, dont les parents sont décédés dans un accident de voiture. Après le décès de sa fille et de son gendre, elle recrutera un certain Louis. C'est un jeune homme qui est régulièrement battu par son père, et donc elle le recrutera dans sa ferme pour l'aider. Les années passent, les enfants grandissent, et Blanche rencontre Alexandre. C'est cette rencontre qui changera le cours de la vie dans cette ferme. C'est un presque huis clos, on va dire, dans une ferme française, avec Émilienne, donc, qui est une vieille femme, donc la grand-mère du personnage principal, qui est Blanche. Et voilà, on va voir des années et des années de vie dans cette ferme, avec un élément perturbateur au bout d'un moment, ce fameux Alexandre. J'ai écrit que ce roman est bouleversant par bien des aspects. Dans un premier temps, voilà, il est très bien écrit. En fait, si vous voulez, Cécile Coulon, elle a une fluidité d'écriture très impressionnante, et dès qu'elle dit quelque chose, c'est de la poésie, c'est très impressionnant. Donc moi je suis rentré dans le bouquin directement, même si au début en fait voilà on voit ce drame familial qui arrive, c'est cette femme qui perd ses 2 enfants dans un accident de voiture alors qu'elle avait déjà ses 2 petits-enfants qui étaient tout petits. On voit la vie qui suit son cours, mais pendant un moment on se demande où est-ce qu'elle veut nous emmener. Mais malgré tout on reste dedans et on continue à tourner les pages, en se disant même si elle ne nous mène nulle part, ça reste quand même trop bien. Et c'est pour ça que personnellement ce bouquin là, voilà, j'ai lu les 50 premières pages un soir, je me suis réveillé le lendemain, j'ai repris la lecture et je me suis pas arrêté. Le livre fait 293 pages, quelque chose comme ça, je revérifie. J'ai pas noté le nombre de pages, 283 pages. Voilà, en gros j'ai lu 232 pages d'affilée, j'ai pas pu enlever ce livre de mes mains. Comme quoi c'est une écriture qui est efficace, qui est belle, et qui est loin d'être compliqué. C'est ça je l'ai déjà dit dans des précédentes chroniques, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est vrai aussi pour Éric Emmanuel Schmitt, et pour l'auteur de La petite fille de Monsieur Lin, Philippe Claudel. Et voilà, c'est utiliser des mots simples, mais les assembler tellement bien, que quelle que soit l'histoire que tu racontes, de toute façon les phrases seront magnifiques. Et voilà, Cécile Coulon a cette faculté, qui est envié par beaucoup j'imagine, de pouvoir nous transporter par des phrases simples. Donc voilà. Mais en plus de ça, l'histoire est extraordinaire. Disons que si je devais donner un thème à la soirée de ce soir, à la chronique de ce soir, c'est des auteurs qui ont une plume impeccable. Les trois auteurs écrivent très très différemment, mais les 3 auteurs ont une sacrée plume, et ils décrivent la vie telle qu'elle est, en fait. Sans fioriture, sans avoir envie de donner de l'espoir au lecteur, parce que la vie c'est pas ça, tu vois. Et ça déjà on le retrouve dans ce bouquin-là. C'est beau, mais oui c'est beau. Elle pourrait raconter n'importe quoi, on a juste envie de la lire, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Ah oui, et aussi également, Cécile Coulon maîtrise parfaitement l'art de la métaphore. C'est-à-dire que pour prendre une métaphore dans un bouquin et la filer sur tout le long, ça demande une discipline d'enfer déjà en tant qu'auteur, ou autrice en l'occurrence, et c'est très compliqué, il faut trouver la bonne quoi. Je vais réexpliquer ce qu'est une métaphore filée, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous potentiellement qui ne savent pas ce que c'est, hein, ce qui est normal. Une métaphore filée, c'est quand tu fais une métaphore que tu conserves pendant toute une œuvre. C'est-à-dire que, je peux donner l'exemple de Misery, le bouquin de Stephen King. Il y a ce personnage qui a les deux jambes cassées, complètement brisées, qui lui font mal. Il repense quand il se baladait enfant et qu'il voyait la mer, donc avec sa mère d'ailleurs, qui se baladait sur la plage devant la mer. Quand la mer était basse, il voyait deux poteaux rouillés dedans, qui lui donnaient une impression d'angoisse. Mais quand la mer remontait, ça cachait ces deux poteaux, et donc tout allait mieux. Stephen King fait un parallèle entre ça et le fait de prendre des antidouleurs pour soulager ses deux jambes. Et il compare ses deux jambes à ces deux poteaux anxiogènes. Ce qui fait que quand il prend des antidouleurs, la mer remonte. Elle cache cette anxiété, elle cache cette angoisse de ces deux poteaux rouillés. Au bout d'un moment, King n'a plus besoin de dire que le personnage prend des antidouleurs, il a juste besoin de dire que la mer monte et le lecteur comprend. C'est ça une métaphore filée. Alors là, c'est une métaphore filée déjà plus, hein, c'est pas forcément à ce point-là. Enfin voilà, c'est pas nécessaire de la pousser à ce point-là pour que ce soit une métaphore filée. Et Cécile Coulon est très forte dans l'art de la métaphore. Et voilà, tout ça sans utiliser de mots compliqués. C'est vraiment balèze. Elle parvient sans utiliser des mots compliqués à faire ressentir les émotions des personnages comme si on était dans leur tête. C'est ça aussi qui est balèze. Parce que, techniquement, je veux dire, là, la semaine dernière, je vous ai parlé de La Planète des Singes, de Jurassic Park, de trucs, des œuvres qui sont monumentales. Là, je vous parle d'une vie de famille dans une ferme où ils ont pas de chance. On pourrait penser que ça donne moins envie. Croyez-moi, non. Le livre, il m'a marqué pareil. Par son écriture, par la puissance de son histoire. Parce que quand tu racontes l'histoire de quelqu'un qui douille, qui prend tarif toute sa vie, gratos, qui a pas de chance, mais que tu rentres pas dans la tête de tes personnages, que tu rentres pas dans les émotions, forcément, ce sera moyennement... voilà, tu vas pas rentrer dans le bouquin en tant que lecteur. Là, t'es tellement dans la tête des personnages que... Je sais pas, si tu fermes le bouquin, t'as l'impression que c'est tout un monde qui disparaît. Il faut que tu continues en fait. Et c'est ça qui est fascinant avec l'écriture de Cécile Coulon. Et autre chose encore, dans ce roman, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a certains personnages qui peuvent voilà, représenter une figure un peu angélique dans l'appréhension qu'on a d'eux. Et qui par moments vont faire d'un coup un truc que nous on va estimer comme étant impardonnable. Mais après, voilà, la figure d'Angélique reprend, et au final, on les pardonne, mais on sent qu'ils sont pas tout blancs. Et ça, c'est quelque chose qui est très très bien vu, parce que bah, la vie, c'est ça. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui est irréprochable. Donc ces personnages ne le sont pas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça la puissance du fait de raconter la vie telle qu'elle est, la vraie vie. Au fil de ce livre, on ressent toutes sortes d'émotions. Alors au début... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, on se demande où l'autrice veut nous emmener. Donc alors, on regarde cette famille qui nous est présentée, on la voit grandir, évoluer, sans savoir la direction que ça prendra. Mais on est à fond dedans. Et c'est très très impressionnant. Pareil, il y a le personnage de la grand-mère, donc Émilienne. Si vous avez une grand-mère qui est née il y a très longtemps, ou que vous avez connu vos arrière-grands-parents, c'est exactement ce que vous allez voir dans ce bouquin. C'est-à-dire, c'est une fermière qui a bossé avec ses mains toute sa life. Tu sens que, bon, si elle te met une taloche, elle te décolle la tête. Voilà. Ça, c'est Émilienne. Donc, faut pas l'emmerder. Et c'est très très impressionnant la façon dont elle est décrite, parce que son physique, son visage n'est jamais exactement décrit. On ne sait pas à quoi elle ressemble, mais on la voit directement. Et par exemple, je vous ai expliqué donc qu'elle va embaucher un jeune garçon qui s'appelle Louis, et qui se fait régulièrement tabasser par son père. Et donc il va aller l'aider en fait dans la ferme une fois que ses deux enfants, elle, vont, sa fille et son gendre auront cet accident de voiture et vont décéder. Oh, j'ai oublié d'afficher le bouquin. Oh l'enfer. Donc Louis viendra dans cette ferme pour aider Émilienne à s'en sortir, parce qu'elle a forcément deux paires de bras en moins. Et à un moment donné,
donc ça c'est vers le début, hein, ce n'est pas du spoil, à un moment donné il va arriver une nuit chez Emilienne, il va frapper à la porte de la ferme, elle va lui ouvrir en se demandant ce qu'il vient foutre là, et elle le voit qui est en sang. Il a le nez pété, il a limite un cocard, voilà, il saigne et tout, et il s'est fait démolir par son père. Et il la regarde, il voit qu'elle est étonnée, et il lui dit, mais j'avais nulle part d'autre où aller, je suis désolé. Il s'excuse même d'être venu, quoi. Et donc elle le fait rentrer, elle ferme la porte derrière lui, elle le regarde, elle lui fout la main sur le pif, et clac, elle lui replace le nez comme ça, elle lui dit, bon allez, va dans la chambre là-bas, va te coucher. Voilà, c'est ce genre de grand-mère là, Emilienne. C'est la nana, elle te voit, t'as le nez pété, voilà, elle te recale le nez, y a aucun problème. Mais elle a pas peur de te faire mal, ça elle s'en fout, tu vois. Non, c'est pas important. L'important c'est ta santé, voilà. Même si tu dois, voilà, douiller, voilà. Donc ce fameux Louis, lui, il va rester bosser dans cette ferme. Et en fait, le lendemain de son arrivée du soir, après s'être fait tabasser par son père, il y a sa mère qui va venir essayer de le chercher. Et parce qu'elle se doute qu'il est là. Donc elle vient voir, oui, est-ce que mon fils est chez vous et tout. Donc il y a Louis qui descend parce qu'il entend la voix de sa mère. Et la grand-mère elle fait, ouais, il est chez moi parce que bah, votre mari lui a pété la gueule. Hein. Donc elle a l'air un petit peu honteuse, bon... oui, bah je sais bien, je suis désolé, voilà, mais je viens le chercher. Et la grand-mère lui dit, bah ouais, pas de souci. Il vous suivra seulement s'il le décide. Tu vois très bien que elle a pas intérêt à essayer de la forcer, à quoi que ce soit. Elle a pas intérêt à dire à son fils, bon maintenant tu viens, tu te dépêches. Hein. Parce que mémé est là, elle le tolérera pas. Et bah la mère, elle ne dit rien. C'est cette présence qui en impose, mais tellement, que voilà, c'est ces fameuses, voilà, les grands-mères de la ferme de l'époque, comme on les connaît, quoi. Ça fait un peu Mamie Duggar aussi par moment. Tu sens qu'elle a peur de rien, voilà, il y a rien qui peut l'intimider. Le contraste se joue dans le fait qu'elle est débordante d'amour. C'est-à-dire ses petits-enfants, elle les aime par-dessus tout. Louis, elle l'adore aussi, elle le considère comme un membre de la famille. Alors que c'est pas le cas. Louis, il passera toute sa vie dans la ferme, quoi. Donc c'est vraiment comme si c'était son fils, en fait. Et ce personnage débordant d'amour, bah, il est d'une dureté dans ses gestes, dans ses actes, et dans ses paroles. Il y a carrément un moment où elle fait quelque chose que je ne vous spoilerai pas, mais où tu te dis, ouais, non, là, non, tu peux pas faire ça, tu vois. Tu comprends que elle vient pas de la même époque que nous, mais quand même. Et c'est là que tu vois que même une figure angélique comme ça peut être un petit peu assombrie par un acte qu'elle commet, enfin, non, elle fait rien de dingue non plus. Mais voilà, une figure angélique pure n'existe pas dans la vraie vie. Et c'est ce que nous raconte Cécile Coulon. Il va se passer énormément de choses. Tous les personnages vont en chier au moins une fois dans le bouquin. Et ces personnages-là, bah, on les aime en fait. Donc quand eux, ils souffrent, et ben on souffre avec eux. Parce que l'écriture de Cécile Coulon, tout simplement. Je peux pas vous expliquer le titre, parce que ça vous spoilerait. Donc je préfère ne rien vous dire. Je préfère vous laisser découvrir la raison pour laquelle il y aurait cette bête au paradis, le paradis donc étant, je rappelle, le nom de la ferme. C'est un truc un petit peu mignon d'ailleurs, parce que le paradis, ça a été baptisé par, je crois que c'est Blanche. Blanche qui a, voilà, quand elle avait 5-6 ans, a écrit paradis sur une pancarte, qui a mis ça devant la ferme, parce que c'est son paradis, quoi. Voilà, c'est là où il y a sa famille, c'est là où il y a tout le bonheur du monde. Et c'est magnifique. Et effectivement, donc il y a ce fameux personnage de Alexandre, qui m'a fait tout drôle parce que bah, c'est peut-être un petit peu mon prénom, quoi. Qui sera donc l'amoureux de Blanche et qui va changer absolument la donne. Je ne vais pas vous dire dans quelle mesure il va tout changer. Si c'est en bien, si c'est en mal, si c'est les deux. Mais il va tout changer. Et c'est terrible parce que, disons, même quand un personnage dans ce bouquin peut être éventuellement un petit peu enquiquinant, un petit peu embêtant, où on se dit non mais c'est bon, on a compris, arrête. Bah, en réfléchissant bien, on comprend un petit peu plus. Enfin, on comprend que c'est pas exactement ce qu'on croit. Par exemple, Louis, il est là depuis un moment. Il a vu les enfants quand ils étaient enfants. Il les a vus grandir. Et quand Blanche arrive à l'adolescence, il se dit en vrai, Blanche, moi je l'aime beaucoup, quoi. C'est pas juste qu'il la trouve séduisante, hein, qu'il la trouve à son goût. Non, vraiment, il tombe amoureux d'elle. Sauf qu'elle rencontre Alexandre. Donc il est deg. Et donc,
tu sens le truc venir, il va tout faire pour les faire chier, il va tout faire pour le décrédibiliser, pour le dégager et tout. Mais en fait, c'est pas exactement ce qui se passe. Et on le comprend au fur et à mesure, donc je vais pas trop vous en dire non plus là-dessus, parce que je préfère vous laisser la surprise aussi sur ce qui se passe, sur ce que les personnages vont faire ou ne pas faire, justement. Et voilà, disons qu'à chaque fois, quand un personnage peut ne pas être hyper appréciable dès le début, il finira par se rattraper, et inversement. Et c'est l'inversement qui est un peu, du coup, qui est assez terrible, quoi. C'est à peu près ce que je peux vous dire sur Une bête au paradis de Cécile Coulon. Un excellent roman de donc 283 pages qui se lise très vite. Une écriture des plus fluides, poétique. Elle pourrait nous raconter n'importe quoi, on aurait envie de le lire. Et en plus, l'histoire est bien. L'histoire est touchante, l'histoire est marquante. On est dans la tête des personnages, c'est très impressionnant. Et voilà, c'est trop bien, lisez-le. Nous passons donc désormais au deuxième bouquin. Alors cette fois, je l'affiche directement. Hein. Donc je vous ai dit que Cécile Coulon nous parlait de la vraie vie. Le roman d'après est un roman d'Adeline Dieudonné qui s'appelle littéralement La vraie vie. On sent que c'est un truc un peu à thème. Hein. Adeline Dieudonné est une autrice une autrice belge, excusez-moi, romancière, dramaturge et actrice belge née en 1982. Voilà. Pour le coup, là, c'est son premier roman. Et le roman est paru en 2018. Je vais vous résumer le bouquin et on en parlera plus approfondi, enfin on va plus approfondir après. C'est un roman qui est difficile à résumer, je vais essayer de vous le spoiler le moins possible. Parce que pareil, tous les romans que j'ai choisis sont des romans qui sont pas très très longs. Hein. Le dernier c'est le plus long, mais celui-ci est vraiment pas très long. Je vais déjà, pareil, vous redire le nombre de pages. Celui-là est encore plus court que Cécile Coulon. Hein. Allez, il fait 213 pages celui-ci. La narratrice est une adolescente. Dans sa maison, on trouve 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère, Gilles, celle de ses parents et celle des cadavres. Son père est un chasseur, braconnier. Chasseur / braconnier. Il entrepose ses trophées dans cette fameuse chambre. Voilà, dans cette chambre, il y a une tête de hyène empaillée, une défense d'éléphant, voilà, des choses sympathiques. Hein. Rien que là, on voit à peu près ce qu'on pourra penser du père sur le reste du bouquin, et normalement on se trompe pas, hein. Voilà. Sa mère est Sa mère est une femme complètement effacée, voilà. Sa mère, elle est un petit peu fantomatique en fait, à cette pauvre gamine. Elle erre dans la maison. On sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie, mais elle est très 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 effacée, très peu présente. Enfin, elle est présente physiquement, mais vraiment pas dans la vie de ses enfants. Et le père est un très mauvais père. Il est colérique, alcoolique. Bon, il a tout ce qui, il a tout pour lui. Et elle a son petit frère Gilles qu'elle aime par-dessus tout, qui est un petit garçon tout mignon, adorable, souriant, voilà, qui aime la vie, qui aime jouer, voilà. Sauf qu'un jour, Gilles et donc la narratrice, sa grande sœur, seront témoins d'un terrible accident. Je ne vais pas vous spoiler ce que c'est, parce que autant le découvrir par vous-même. Tout ce que je vous dis, c'est que c'est un accident mortel. Ils vont voir quelqu'un mourir sous leurs yeux, en fait. Je vous dis pas comment ça arrive ni qui c'est. Sauf que après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Le gamin, qui est très très jeune, sera complètement traumatisé. On ne le verra plus sourire. Il ne jouera plus. Il sera complètement, hors de lui-même. Il sera un peu comme sa mère, en fait, complètement à peine là, en fait. Il sera fantomatique. Et sa grande sœur, qui n'a pas de prénom dans le bouquin, si je ne me trompe pas, sa grande sœur est désemparée complètement. Elle voit que la vie de son frère a été gâchée, en fait. Elle est terriblement traumatisée. Mais elle tient le coup. Parce qu'elle avait déjà quelques années de plus et elle sait... elle arrive à encaisser un peu mieux. C'est dur, hein, mais elle encaisse un peu mieux que son petit frère qui est vraiment traumatisé et il y a vraiment eu des répercussions psychiatriques, quoi. Ça se voit dans le bouquin au fur et à mesure. Donc voilà. Elle va se mettre en tête de remonter le temps pour arriver avant cet accident et l'empêcher. Pas pour sauver la personne en question, pour sauver son frère. Parce qu'elle l'aime. Voilà. Je parle de remonter le temps, mais ce n'est pas un roman de science-fiction. C'est un roman sur la vraie vie. Voilà. Incroyablement touchant. Ah ouais, non,
Ce bouquin est vraiment balèze, hein. Là, je ne vous mens pas, j'ai eu un petit peu des frissons en y repensant. La gamine, au début du bouquin, elle a 11 ans, je crois. Et il y a quelques années qui se passent au fur et à mesure du bouquin. Donc son frère, pareil, il grandit. Sachez que ce bouquin, c'est pas seulement qui m'a marqué, c'est qu'il m'a vraiment choqué, en fait. Il y a vraiment... souvent, j'y repense. C'est dur, c'est très très dur. Ce roman est vraiment très très dur. Il se passe des choses horribles, en fait, dedans. Disons que... Bah, c'est ce que j'ai noté. Adeline Dieudonné maîtrise parfaitement ce que moi je pourrais appeler le suspense kingien de Stephen King. C'est-à-dire que King, dans ses romans, il te dit, bon, il va se passer ça. Voilà, ce personnage va être torturé puis va mourir, par exemple, admettons, tu vois, dans un bouquin de King, c'est pas impossible qu'il dise ça. Donc, techniquement, il te le dit pas de but en blanc, mais il te fait comprendre, voilà, ce personnage va être torturé à mort. Toi, c'est un personnage que t'aimes bien. Tu sais déjà qu'il va crever, tu dis, ouais, mais c'est bon, du coup, ça me fera plus rien. Sauf que le moment s'approche. Encore, et encore, et encore. Et jusqu'au dernier moment, tu pries pour pas que ça arrive. Mais ça arrive quand même, et quand ça arrive, bah t'es choqué. Alors que tu le savais déjà. Ça, c'est quelque chose, je pensais que seul King pouvait le faire, et bah on m'a prouvé le contraire, parce que Adeline Dieudonné, elle le fait aussi, et elle le fait très bien. D'où certains moments où j'étais en train de lire, et vraiment j'avais presque envie de me cacher en lisant. Non, 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 non. J'avais envie de faire comme dans Friends, j'avais envie de faire comme Joey. Quand le livre il lui fait peur, il le met dans le frigo. Voilà. Moi j'avais envie d'aller mettre le livre dans le frigo et de dire non, non, c'est bon, ça existe pas. Ça existe pas, c'est pas possible. Mais le pire là-dedans, c'est que quand c'est King qui le fait, c'est du fantastique. Là, c'en est pas. Là, c'est. Là, c'est tes voisins, là. Là, c'est les gens que tu croises dans la rue. Là, c'est la vraie vie. Et c'est ce qui est terrible dans ce bouquin. Alors, c'est pas un bouquin qui fait peur, hein. C'est pas non plus un bouquin qui a pour volonté de te traumatiser. Mais je le conseillerais quand même pas à un public trop sensible, hein. Très honnêtement, hein. S'il y en a qui l'ont lu dans le chat, et je sais que c'est le cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais personnellement, moi, il m'a vraiment remué, hein, ce bouquin. J'ai adoré, justement aussi un peu pour ça. J'ai écrit, oui, certaines scènes sont restées ancrées en moi, et le resteront pour un très long moment. Je pense même vraiment très longtemps, hein. Je ne vous dis rien, mais il y a des scènes où vraiment ça m'a... Ça te fait mal, hein. Il a l'air trop trop bien. Ah non, mais le livre est incroyable, vraiment. Et vraiment, il est pas long, hein. Il est pas long du tout. Et là, pareil, tout comme Cécile Coulon, alors l'écriture n'a rien à voir, mais l'art de la métaphore est maîtrisé aussi. C'est-à-dire que là, sur la couverture, ici, vous voyez, donc c'est le bout d'une tête de hyène. Et la métaphore de la hyène, elle est très 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 présente dans le bouquin. Je ne vous spoile rien. Mais disons que vaut mieux se concentrer au début pour être sûr de bien se rappeler ce que ça veut dire la hyène. Parce que c'est très important, donc je préfère vous prévenir directement. Et ça arrive assez tôt dans le bouquin, donc voilà. Je dis, il y a environ un an, j'y pense encore régulièrement, il est trop marquant ce livre. On est d'accord, hein. On est d'accord, c'est vraiment quelque chose, hein. Voilà, j'ai dit, il se passe parfois des choses vraiment terribles. C'est la vraie vie. On n'est pas là pour faire plaisir au lecteur avec des événements positifs qui n'ont pas lieu d'être. On voit la vie d'une pauvre jeune fille traumatisée avec une mère fantomatique et un père violent. C'est des gens qui existent et qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Basiquement, le monde entier devant ça se met des œillères en disant non, ça existe pas, c'est bon, on avance dans nos vies, on est heureux. Là, tes œillères, elles te les arrachent à la gueule et elles te montrent ça en fait. Et waouh. Puis le fait que ce soit des enfants en plus là-dedans, c'est encore pire quoi. C'est encore pire. Mais non, vraiment, ce bouquin, il est excessivement marquant. Et voilà quoi. Et surtout, ça enchaîne entre... Enfin, ça alterne entre joie, désillusion, joie, désillusion, joie, désillusion, horreur. Horreur totale. C'est vraiment... Elle a très très bien géré son rythme dans ce livre, je trouve, Adeline Dieudonné. Elle a été vraiment très très forte. Et ça fonctionne terriblement bien. Je suis hype par le livre. Et bah ça me fait plaisir. Lis-le. Si tu te sens de le lire, lis-le. C'est extraordinaire. Et pareil, c'est très facile à lire. C'est ça qui est très bien aussi, c'est que à la fois, bon, c'est pour public averti, mais pas dans le sens où il faut être habitué à la lecture. Non, non, faut juste être sûr de pouvoir encaisser ce qui s'y passe. Il se passe des trucs vraiment durs, quel que soit ton âge. C'est pas qu'une question de ça. Faut se connaître suffisamment. C'est assez hard. C'est pas non plus dans la... C'est pas gore, hein, c'est pas dans la description de ce qui se passe et tout non plus à ce point-là, mais c'est juste les actes, les faits qui sont terribles. Et voilà, franchement, bravo à Adeline Dieudonné. C'est extraordinaire ce que vous avez fait, j'allais dire ce que t'as fait, je la connais pas, cette personne. C'est extraordinaire.
Donc voilà, Adeline Dieudonné, la vraie vie, c'est, si on compare avec le précédent, c'est moins poétique, ça l'est quand même, mais c'est beaucoup plus dur, en fait, c'est beaucoup plus violent. Et d'ailleurs, il y a des mentions de la bête aussi, un peu comme il peut y avoir dans Une bête au paradis, du coup, parce que là, il y a la mention directement dans le titre. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ces deux bouquins, on peut vraiment les associer l'un avec l'autre, parce que dans Une bête au paradis, ça parle littéralement de la vraie vie, et dans la vraie vie, on te parle de la bête. C'est un peu rigolo en vrai. Alors que les livres n'ont rien à voir. Il y a des personnages hyper attachants. Ben oui, c'est ça. Même ceux parfois qui font les pires choses. Bah ils peuvent être attachants aussi. C'est pareil, hein, comme pour le premier, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Ils ont tous leur tort, mais ils ont tous pris tellement cher que tu peux même plus leur en vouloir en fait. À ce niveau-là, c'est terrible. Donc voilà. Adeline Dieudonné, La vraie vie. Lisez ce roman, il est colossal. Il est colossal. Voilà, paru en 2018. Les 3 bouquins de ce soir sont récents. Voilà. Les 3 bouquins de ce soir sont récents. C'est le moins récent, je crois, est celui dont je vais vous parler juste après. C'est ça, oui. Premier 2019, deuxième 2018 et troisième 2016. Et oui, très honnêtement, je pense que déjà en 2022, j'ai pas lu un livre qui m'a choqué autant que celui-là. Pardon. Donc dites-vous bien que j'espère que je vous fais pas non plus trop peur avec l'aspect traumatisant, choquant du bouquin. C'est surtout marquant en fait, c'est-à-dire que quand le bouquin, quand tu lis ce livre, il est dans tes veines derrière, et tu ne pourras jamais rien y faire. Quand tu fais la démarche de lire ce livre, tu acceptes qu'il rentre en toi pour toujours. Voilà. Tu l'autorises. Après, si t'as le seum, c'est ton problème. Voilà. Mais franchement, je regrette absolument pas de l'avoir lu. J'ai pris une claque monumentale. Parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait quand je l'ai lu. J'ai pas été déçu du voyage, on va dire. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, parce que pareil, c'est très très dur de rentrer dans le vif du sujet sans spoiler en fait. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais il se passe beaucoup de choses très vite. Et tout est important. Tout est important dans le roman, donc si je vous en parle vraiment plus, ça va vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Donc je vais m'arrêter là pour La vraie vie de Adeline Dieudonné. C'est le premier livre que j'ai lu de Adeline Dieudonné. Pareil pour Cécile Coulon d'ailleurs. Et les deux, ce sont des vraies découvertes, franchement, que je vais suivre de très près. Voilà, je vais les suivre de très très près. Bien. Je vous invite donc à passer au troisième bouquin, et pas des moindres, Cabossé, de Benoît Philippon. Benoît Philippon, deuxième fois que nous en parlons dans la chronique. On avait déjà parlé de Mamie Luger, que vous voyez d'ailleurs sur le petit bandeau qui est sur le bouquin, sur l'image. Voilà, par l'auteur du best-seller, Mamie Luger. Benoît Philippon, donc, est un auteur, scénariste et réalisateur français, né en 1976, auteur de Mamie Luger, et là c'est son premier roman également, Cabossé. C'est son premier roman, et ça, l'image que vous voyez là, c'est la réédition de 2018. La première couverture ne ressemblait pas à ça. Honnêtement, la première couverture était mieux, mais ça c'est qu'un avis objectif, certes, mais un avis quand même. Bref, là je vous ai écrit un résumé. J'ai tenté un truc en gros. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, voilà, Benoît Philippon, c'est quelqu'un qui a une écriture tellement particulière qu'il faut que je vous y prépare. En fait, déjà, si vous avez lu Mamie Luger et que vous avez aimé, vous aimerez très probablement Cabossé. Mais disons que dans Mamie Luger, il est un peu trash. Il y a de la vulgarité, il y a du sexe, voilà, mais ça y va fort et c'est cru. C'est très bien écrit, hein, mais c'est cru. Dans Cabossé, c'est encore bien. Alors, je vous ai concocté un résumé de Cabossé que j'ai écrit dans le style de Benoît Philippon. Ouais, j'ai osé. Benoît, si tu nous regardes, voilà, j'ai volé ta plume. Tu me diras ce que t'en penses. Voilà, donc je vous fais le résumé à la Benoît Philippon par Acarem. Roy, né Raymond, a une sale gueule et il le sait. Il est pas né pour avoir de la chance, et de la chance, il en a pas. Par contre, il est sacrément costaud. 1m96 pour 110 kg de barbac. Roy, c'est une pointure dans la catégorie poids lourd. En boxe, évidemment. Il est vraiment pas mauvais. Il a traversé sa vie à coups de poing dans la gueule, et a même été payé pour ça. Pas souvent par les bonnes personnes, mais bon.
Être payé par un pourri pour taper sur un autre pourri, ça en fait déjà rien de bon. La société devrait le remercier, et avec les honneurs. Bref. Un jour, il va rencontrer Guillemette, grâce à une appli de rencontre. Roy, il y connaît rien à ces machins. Mais bon, si ça peut marcher, autant tenter le coup. Guillemette, elle est pas banale. Un tout petit bout devant l'immensité du Minotaure Raymond. Sa sale gueule, elle s'en contrefou. En fait, ça lui plaît même un petit peu. Peut-être enfin une aiguille de change dans cette botte de foin pleine de merde qu'est la vie de l'immonde colosse. Roy sera pas très bavard sur sa façon de gagner sa croûte, mais Guillemette elle lui dit pas tout non plus. Par exemple, son ex-mari jaloux, arrogant et violent. Le soir où ce dernier fera du mal à sa Guillemette, ce sera trop pour Roy. Il ne pourra plus la contenir en lui. Il ne pourra plus contenir la bête. Voilà. C'est le résumé que je vous ai écrit du coup donc de Cabossé. Donc j'ai essayé de, voilà, de... alors c'est moins bien écrit que du Philippon hein, quand même, heureusement. Mais c'est ce genre de vocabulaire qui est employé par Philippon dans le bouquin. Disons qu'en fait, c'est un narrateur qui est externe. Donc c'est à la troisième personne. Donc on parle des personnages, hein, on parle pas en tant que personnage. Mais il parle du point de vue vraiment de Roy. C'est-à-dire qu'il parle comme Roy parlerait. Et Roy, c'est pas un gars qui a été éduqué. C'est un gars qui a un vocabulaire très cru, qui dit les choses comme elles sont, qui a un vocabulaire très réduit, et voilà. En gros, Cabossé, ça parle de ça. Ça parle de ce mec qui a pas de chance du tout dans la vie, qui est très très moche, mais vraiment apparemment c'est presque à faire peur, hein. Il est vraiment laid à faire peur. Et sauf qu'il a été doté d'un corps, mais son corps est une arme blanche en fait, hein, Roy. Disons que quand il marche dans la rue, les gens se retournent, mais même pas seulement par rapport à sa laideur. C'est qu'il est excessivement impressionnant, c'est pour ça qu'il est surnommé le Minotaure dans le bouquin. C'est pas pour rien. Il a vraiment un corps de taureau, quoi. Avec la tête de Quasimodo dessus, mais un corps de taureau quand même. Et Guillemette, c'est un tout petit bout de femme, donc quand ils sont côte à côte, c'est un peu rigolo. Et même lui, au début, il a peur il a peur de bouger quand il est à côté d'elle, quoi, parce que, bon, voilà. Et un jour, voilà, il va péter un câble, il va se dire, c'est bon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, il a besoin d'amour aussi, hein, c'est un être humain quand même. Donc il va s'inscrire sur un site de rencontre, et c'est à cet instant précis que le roman commence. Donc le roman, il s'ouvre sur le profil de... la création du profil de Roy sur une appli de rencontre, et son premier match, qui est donc Guillemette. Il va discuter, et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que, donc on voit les messages les uns en dessous des autres, hein, comme ça, donc voilà, le message de Roy, la réponse de Guillemette, ainsi de suite. Et on voit ce que se dit Roy dans sa tête à chaque message qu'il reçoit. Et il voit ça comme un combat de boxe. Faut coucher l'adversaire, faut le surprendre, faut l'esquiver, voilà. Et il voit ça comme un combat de boxe, et c'est comme ça qu'il fait pour essayer de s'en sortir. Et moi j'ai trouvé ça vachement bien vu, pour ce personnage qui est assez qui est violent, que ce soit dans ses mots, dans ses actes, dans tout, sauf dans ses émotions. Parce que oui, voilà, Roy, ça reste une boule d'amour, mais qui a pas peur de se salir les mains, parce que de toute façon il sait très bien qu'il aura jamais la chance de pouvoir faire autre chose, quoi. Donc comme je l'ai dit dans mon petit résumé, bah lui, comment est-ce qu'il vit, Roy? Déjà il a fait tous les métiers du monde, mais tous les métiers ingrats en fait du monde. Et voilà, il a soulevé des caisses de je sais pas combien de kilos pour pouvoir manger le soir, enfin voilà. Et il a fini par être engagé par des gens un petit peu moyens, quoi, des gens un petit peu dangereux, pour aller bousculer d'autres gens un petit peu dangereux, parfois en allant très 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 loin dans la violence. Il y a des scènes qui sont décrites quand même de Roy qui bastonne des gars, assez costaud, hein. C'est aussi costaud que Roy, du coup. Et voilà, donc quand il va rencontrer Guillemette, ça va complètement bouleverser sa vie, évidemment. Et inversement, d'ailleurs. Et disons que quand il est sur ce fameux site de rencontre, ils vont bien s'entendre. Et ils vont décider de se voir. Sauf que Roy est terrorisé parce que, bah, disons que il a pas fait son profil tout seul, et il y a un gars qui a fait un petit peu de Photoshop sur sa photo de profil, quoi. Donc il a très peur de la réaction de Guillemette quand elle le verra. Il se dit, il veut pas tout gâcher. Donc il envoie le message le plus terrifiant de la Terre. Il lui dit, bah écoute, je veux bien venir chez toi, par contre, tu laisses la lumière éteinte. Alors, petit message de prévention. Si un jour quelqu'un vous dit ça, acceptez pas, hein. faut pas faire des choses comme ça, hein. Bref, elle accepte. Il va chez elle, il rentre dans l'immeuble, il rentre chez elle, elle a respecté la règle. Alors, en fait, de base elle voulait pas, il a négocié lumière tamisée. Et donc voilà, il va y avoir une alchimie extraordinaire qui va naître directement entre eux. Et bon, ils vont passer la nuit ensemble, hein, et donc dans le noir, dans la pénombre forcément. Sauf qu'elle réveille le lendemain matin.
Et Roy se réveille en premier, et il voit qu'il y a le jour qui passe dans la chambre. Mais clairement, elle dort encore, il se dit mais je fais quoi, il est complètement en panique, et il va se lever, et donc ça va réveiller Guillemette, qui va le regarder. Non mais qu'est-ce que tu fais? Et, tout en se réveillant un petit peu quoi, et lui il va juste mettre sa main comme ça devant son visage, sauf que je veux dire, sa main est énorme, mais son visage aussi. Et elle en fait, elle va trouver ça vraiment hyper attendrissant quoi. Cette espèce de colosse énorme. Alors je dis il est énorme, c'est vraiment c'est 110 kilos de muscle quoi. C'est un beau bébé hein, Roy. Et qui est comme un gamin comme ça en train de se cacher de honte. Et elle trouve ça complètement dingue en fait. Cette espèce de gros rustre, voilà. Surtout qui lui a fait l'amour toute la nuit. Et le lendemain matin qui est tout honteux, qui a l'air si petit en fait. Et donc elle va se lever. Donc elle lui arrive là à peu près. Hein. Et donc elle va prendre sa main avec ses deux mains à elle hein, pour la baisser. Là c'est précisé que Roy lui il est habitué à faire des bras de fer contre des dockers de 140 kg. Donc techniquement elle pourrait s'accrocher à sa main, ses pieds ne toucheraient pas par terre, la main ne descendrait pas. Sauf que Guillemette, c'est pas un docker de 140 kg, mais c'est Guillemette. Donc elle peut faire de lui ce qu'elle veut. Elle est beaucoup plus forte que tout le reste du monde pour lui en fait. C'est-à-dire que même sans qu'il le veuille, sa main elle descend. Et dévoile son visage. Tout ça on dirait que c'est du spoil, hein, mais non c'est vraiment dans les 20 premières pages. Et elle va évidemment avoir un petit geste presque de répulsion quand elle va le voir. Mais bon elle va se rattraper après, elle lui fait comprendre que bah, c'est pas grave du tout en fait. Ça lui convient très bien. Et voilà. Et donc, elle lui dit, mais tu crois que je t'ai laissé dormir chez moi et tout, et faire tout ce qu'on a fait hier soir, en pensant que t'étais beau, je veux dire, ou en ayant quelque chose à faire de ta gueule? Bah, moi je t'ai invité chez moi, j'ai accepté de ne pas te voir, je me doutais bien, tu vois, qu'il y avait un problème, mais ça m'a posé aucun problème, tu vois, ça m'a pas posé de... Voilà, ça m'a pas dérangé, c'est pas ce matin que ça me dérangera. Bah, il est content, mais voilà. Et donc voilà, leurs vies vont changer complètement. Surtout le soir où ils vont rencontrer ce fameux ex-mari de Guillemette. Lui, il était même pas au courant qu'elle avait été mariée. Et il va se passer quelque chose de terrible. 1m85 en gros, d'accord, ça marche. En fait, Roy, il a un problème. Même un gros problème. À cause de quelque chose qui s'est passé pendant son enfance, que je ne vous spoilerai pas évidemment. Il a la sensation qu'il a comme une bête en lui. Et quand il s'énerve un peu, la bête elle ressort. Sauf que quand t'as la puissance de Roy, et bah c'est un peu compliqué quand la bête elle ressort. Et ce soir-là, l'ex-mari de Guillemette arrive, il fait de la merde, et la bête ressort. Je vous spoil pas ce qui se passe. Disons simplement que ça les met un peu dans la merde. Voilà. En gros, ça c'est dans le premier quart du bouquin. Les 3 quarts restants, je vous les spoil pas. Dites-vous simplement que on va en apprendre plus sur chacun des deux personnages. Et qu'on va s'attacher à eux d'une manière complètement folle. Hein. Je veux dire, moi, Roy et Guillemette, c'est dans mon cœur à jamais. Hein. Mais le truc, c'est que, voilà, ce bouquin, j'aurais envie de vous le conseiller à tout le monde de le lire. Mais je ne peux pas. Pour une bonne raison, c'est lié à l'écriture. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très très bien écrit. Mais je sais que ça ne pourra pas être l'avis de tout le monde à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a de la vulgarité. Et il y a beaucoup de scènes de sexe, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et je sais que ça peut être excessivement dérangeant en fait. Sauf que elles sont pas, c'est pas gratuit tout ça. La vulgarité dans le bouquin, c'est pas juste pour le plaisir d'écrire des gros mots. Les scènes de sexe, c'est pas juste pour le plaisir d'en faire. J'ai adoré la lecture de ce roman. Quand les personnages se mettent dans des situations critiques, on ne s'attend jamais à la façon dont ils vont s'en sortir. Il y a vraiment des scènes par moment où tu te dis mais comment ils vont faire? Puis il se passe des trucs, tu fais mais c'est pas possible. Du coup si, mais bon voilà. On les voit prendre des risques inutiles, terrassés par l'alchimie qui les rend addicts l'un à l'autre. Et c'est à ça qu'elles servent les scènes de sexe aussi. C'est que ils sont tellement amoureux. Et ça se passe très vite, hein, vraiment ça va très très rapidement. Hein. Ils sont tellement à fond l'un envers l'autre que par moment, mais c'est juste dangereux en fait. C'est en mode, non mais vous aurez le temps plus tard, faites pas ça maintenant quoi. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et en fait, tu les comprends, mais du coup, t'as un peu peur pour eux parce que
sans vous spoiler, il y a des situations où faut aller vite, quoi. Et non, eux, ils s'arrêtent et puis boum boum, quoi. Donc ils peuvent pas s'en empêcher. La couverture fait un peu enfantine en plus, t'as pas l'ancienne couverture par curiosité. Je vais vous la retrouver tout de suite, l'ancienne couverture, je vais vous la montrer. Elle était presque poétique en plus, l'ancienne couverture, je trouve. L'ancienne couverture ressemblait à ça. Donc ça représente voilà, les mains de Guillemette dans les énormes paluches de Roy, quoi. J'aime beaucoup cette couverture, personnellement, je la trouve vraiment super. Mais voilà, c'est tout comme Mamie Lou Girl, la couverture est un petit peu cartoonesque aussi quand on la regarde, donc c'est vrai que ça donne une sorte de cohérence entre les différents romans de Philippon. Mais voilà, c'est vrai que cette couverture est très jolie, je trouve. Et oui, j'ai noté enfin que tout le long du roman, on ne cesse de s'inquiéter pour eux. Mais parfois, bah, on finit juste par se marrer à cause des situations débiles dans lesquelles ils se mettent eux-mêmes, en fait. Et comme pour Mamie Lou Girl, la forme est drôle, mais sur un fond absolument tragique. Et c'est généralement, en fait, c'est un peu comme, c'est vraiment comme Mamie Lou Girl dans le sens où ce qu'on voit dans le présent, souvent, c'est rigolo. Même si c'est entaché de trucs un peu tragiques, mais c'est surtout les histoires qu'ils racontent. Quand ils essaient d'en apprendre plus l'un sur l'autre. Donc voilà, quand Roy va raconter à Guillemette comment il en est arrivé là, c'est là que tu passes du sourire au... Ah, d'accord, je comprends mieux. Et là tu ris plus du tout. C'est très très bien rythmé. En fait, il y a des moments où tu vas te taper des barres, où tu vas dire « c'est pas vrai, putain, non mais Roy, mais t'es dans l'abus, quoi ». Après, il va te raconter un truc abominable. Et le ton va remonter vers la joie, entre guillemets, mais petit à petit. Et c'est très très bien foutu. C'est enfin, vraiment, il y a un vrai effort sur le rythme dans ce roman-là, tout comme dans Mamie Lou Girl. Dans Mamie Lou Girl, parfois, il casse le rythme, mais ça fonctionne très très bien. Là, il le casse aussi par moments, mais souvent, voilà, c'est petit à petit. Et c'est très 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 efficace. Le narrateur parle à la troisième personne, mais c'est bien du point de vue de Roy que l'histoire est racontée. Là encore, les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. On s'attache terriblement à Roy qui tabasse des gens pour vivre, littéralement, voire même plus. On est à ses côtés lorsqu'il rencontre Guillemette et on exulte avec lui quand il pénètre son appartement. Voilà. Roy, on s'y attache, mais d'une manière vraiment très très forte. Mais tout en se souvenant de tout ce qu'il a fait en fait avant. Et c'est inexcusable, tu vois. Alors, tu peux être qui tu veux, tu peux pas justifier d'avoir fait tout ça. Et voilà, donc il est loin d'être tout blanc, Roy, au contraire. Mais on s'y attache quand même, on peut pas faire autrement. Il est trop attachant en fait. On n'y peut rien, mais on s'y attache. Et voilà, c'est la puissance des personnages de Benoît Philippon. Mamie Lou Girl, c'est pareil. Hein. Mamie Lou Girl, elle a fait des trucs atroces. Parfois, enfin, souvent justifiés. Parfois un peu moins. Sans rentrer dans le détail. Mais on ne peut que s'attacher à elle. Là, c'est pareil avec Roy et Guillemette. Les deux, hein, c'est... il y a un petit délire Bonnie and Clyde à un moment donné aussi hein, dans le bouquin. Donc les deux, c'est vraiment des hors-la-loi et tout. Ils ont fait des trucs un peu sales. Surtout Roy. Mais voilà, on les adore. On les adore et quand c'est fini, bah... Moi, vraiment, ça m'a saoulé quand ça s'est fini. Moi, je voulais que ça continue. Moi, je voulais encore avoir les aventures de Roy et Guillemette. Je voulais pas que ça s'arrête. Surtout qu'à la fin, ce qui se passe à la fin, t'as qu'une envie, c'est que ça continue. Tu veux savoir la suite. Et tu l'as pas. C'est tellement frustrant. Mais voilà, donc je pense que quand on finit sur ça, sur cette conclusion-là, c'est que le bouquin, il fonctionne. L'objectif, il est atteint. T'as créé des personnages tellement attachants que t'as pas envie d'arrêter d'avoir leurs aventures. T'as envie de continuer à voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Voilà. Donc, bravo à Philippon. Philippon, tout comme les deux autrices dont j'ai parlé précédemment, tu sens qu'il est pas trop... il aime pas trop l'humanité en général, quoi. Je pense qu'il est, voilà, il est un peu pessimiste sur l'humanité, quoi. Tout comme Cécile Coulon et Adeline Dieudonné. Il se passe des choses dans le bouquin, mais qui sont abominables. Parce que ce bouquin-là, je veux dire, j'ai insisté sur le fait qu'on se marre en le lisant. Mais la majeure partie du temps, quand même, c'est vénère. C'est dur. C'est un bouquin qui est dur. Il n'est pas choquant au point de la vraie vie, à mes yeux en tout cas. Mais il se passe quand même des trucs durs, quoi. Des trucs vraiment compliqués. Émotionnellement. Et on est tellement dans la tête de Roy que... Parce qu'on est vraiment beaucoup moins dans la tête de Guillemette. Un petit peu, mais c'est surtout du point de vue de Roy qu'on est dans la tête de Guillemette, en fait. Mais voilà, il se passe des trucs tellement horribles
vu par cette espèce de colosse qui a l'air invincible, et qui ressent tellement de choses au fond de lui. Et, et je pense que le fait que ce soit par Roy qu'on voit tout ça, au travers de Roy je veux dire, bah ça amplifie encore plus. C'est très bien foutu de la part de Philippon là-dessus. Je vous ai présenté 3 romans français, dont 2 premiers romans. Pas hyper positifs sur l'humanité, hein. À chaque fois, systématiquement, les gens font des trucs abominables, parfois même complètement injustifiés, comme dans la vraie vie. En fait, j'aurais dû donner le thème La vraie vie, mais vu qu'il y en a un qui s'appelle La vraie vie dedans, ça aurait fait un petit peu bizarre. Mais voilà, techniquement, le thème, c'est la vie comme elle est. Et c'est ce qui est le plus terrible dans la littérature. C'est quand la vie est dépeinte exactement telle qu'elle est. Voilà. Je pense qu'on peut conclure sur ces mots. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains ou l'un de ces 3 bouquins. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine chronique littéraire. Je vous fais des bisous.